Bonjour. Donc effectivement, pour le contexte, donc nous rentrons dans une nouvelle phase de cette situation inédite. Donc après effectivement la période de confinement puis la reprise, aujourd'hui il est question réellement de relance. Mais dans un contexte en fait assez difficile de réorganisation et de restructuration pour les entreprises. Alors, les entreprises, dans un premier temps, ont mis en place des mesures gouvernementales, ont bénéficié de certaines aides et également de soutien. Elles ont évidemment échelonné également et renégocié leurs dettes, ce qui fait qu'aujourd'hui, leur structure financière se trouve largement dégradée. Selon un sondage, d'ailleurs, 80% des dirigeants d'entreprises pensent que le taux de recouvrement va donc fortement baisser, environ de 10 à 20%, ce qui est quand même considérable. Et dans le même temps, les dirigeants pensent que le taux, à l'inverse, d'abandon de créances va, lui, progresser. Donc, sur ce contexte, je me tourne vers Olivier et j'aimerais voir dans quelle mesure il pourrait partager avec nous ce qu'il a pu mettre en place et comment vous avez vécu, vous, chez Otis, en fait, un petit peu cette situation inédite et comment vous allez donc lutter contre les impayés et donc réduire votre taux d'abandon et augmenter votre taux de recouvrement. Oui, alors bonjour à tous d'abord et merci à Yann et Damien pour cette invitation. On a tous été pris un peu de court, y compris chez Otis. On, on a, on a d'abord paré au plus pressé et on s'est d'abord attaché à ce que nos factures récurrentes liées aux abonnements de maintenance de nos ascenseurs arrivent chez nos clients, en fait, soit bien parvenus, arrivent chez nos clients, dans la mesure où on avait une grosse crainte sur la fiabilité d'envoi des factures papier. Aujourd'hui, évidemment, sur la partie client public, on est en dématérialisé, mais on a encore beaucoup de clients qui ne souhaitent que de la facture papier. Donc, la première action a été de doublonner l'envoi des factures papier par des envois dématérialisés, par des envois par email en PDF, ce qui a provoqué un peu de remous chez nos clients qui ne comprenaient pas pourquoi ils recevaient une facture papier, une facture PDF, bien qu'on l'ait expliqué dans l'email. Mais au moins, on a sécurisé l'envoi des factures, ce qui était complètement incertain au départ. D'ailleurs, on s'est rendu compte que nos factures qui dataient de début avril ont commencé à arriver en masse vers la mi-mai chez nos clients. Donc, c'est une action que l'on a prise en charge très rapidement pour contrer cette difficulté-là. L'autre point compliqué, c'est qu'évidemment, on a aussi une activité de travaux et que la grande majorité des chantiers ont été arrêtés et que là, on est confronté actuellement à une grosse difficulté d'encaissement puisque qui dit chantier arrêté dit facturation neutralisée et qu'aujourd'hui, on a une difficulté d'encaissement liée, enfin plutôt une difficulté de cash flow liée au fait que l'on ait très peu de factures à encaisser en ce moment. Alors, je pense qu'on parlera de la partie préventive et data check plus tard, mais voilà, on a mis en œuvre en même temps une majorité, enfin, on a dématérialisé une majorité de nos relances qui étaient plutôt des relances écrites jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc ça, on a utilisé la période de grève de décembre et janvier pour s'adapter également en termes de relance. Là, je dois dire que cette période-là nous a aidés chez Otis. En tout cas, ça a été un bon pilote, puisque en fait, à la fois en termes de dématérialisation et à la fois en termes de home office, dès décembre, en fait, on a pu s'adapter. On savait qu'il y avait pas mal de collaborateurs qui ne pouvaient pas venir au bureau compte tenu des grèves annoncées. Donc, on s'est préparé et la partie home office a été plutôt bien gérée puisqu'on était prêt depuis décembre. Donc, des relances aussi dématérialisées par email et puis des relances préventives
que l'on n'avait pas mis en place jusqu'à présent, mais des modules sous forme de mail qui préviennent que les factures arrivent à échéance et qui sont envoyées à tous nos clients qui ont un délai de paiement. Ah ben, parfait. Écoutez, on reviendra sur votre situation et ce que vous avez pu mettre en place. Damien va nous présenter justement l'étude que nous avons réalisée. Alors, la première chose, alors c'est un point en fait déjà rapide sur l'évolution des défaillances, les procédures collectives. Bon, il faut savoir que c'est intéressant de voir cette évolution évidemment, sachant que nous, ce qui va nous intéresser plus qu'un référencement du nombre de procédures collectives, c'est plutôt quels sont les éléments qui nous permettent de les identifier à l'avance pour éviter justement d'être confrontés à des impayés liés à ces procédures collectives. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a évidemment, avec la fermeture des greffes des tribunaux de commerce, beaucoup moins de procédures cette année, et notamment sur les derniers mois, principalement les derniers mois. Il y avait une baisse en début d'année, qui est plutôt bon signe. On se retrouve avec, au total, on va dire à période équivalente, c'est-à-dire de janvier à juin. Bon, juillet est à jour d'il y a 2 jours, mais de janvier à juin, on se retrouve avec 11 700 ouvertures de procédures collectives de moins sur la même période en 2019. Il faut savoir que sur l'ensemble des procédures, on est même à 28 000 procédures de moins que l'an passé, avec 94 000 procédures versus 122 000. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur ces éléments-là, sur les derniers mois, c'est que l'effectif moyen des entreprises concernées s'est considérablement élevé, les tribunaux prenant en compte les cas les plus sérieux. L'an passé, on était à 12 salariés moyens. On est à 44 salariés sur 2020, mais mai-juin, c'est plutôt 80 salariés quand même de moyenne sur ces procédures. Donc l'impact en matière d'emploi, par contre, évidemment, sera beaucoup plus élevé. Alors, on a fait une fresque en fait pour essayer de vous montrer quels étaient les éléments annonciateurs de ces procédures collectives. C'est cet élément-là qui va nous intéresser, qui va faire l'objet justement de l'étude qui va suivre. Si on remonte dans le temps, la première chose que l'on voit, même si ce n'est pas une bijection, c'est d'abord des retards de paiement, des entreprises qui commencent à moins payer leurs factures. Donc, nous, on l'a identifié avec un programme d'échange de balance âgée, d'échange de ces comportements de paiement qui porte aujourd'hui sur 1 200 000 sociétés. Donc là, c'est le premier élément. Les bilans étant confidentiels pour partie, puisqu'on a 50% des bilans qui sont publiés avec la loi Macron de façon confidentielle. Alors même si on en bénéficie, on ne peut pas vous les retranscrire directement, même s'ils nourrissent nos scores, mais c'est important que vous ayez une visibilité, que de la donnée vous aussi, et qu'on puisse avoir de l'information évidemment dynamique au quotidien avec ces éléments-là. Ensuite, alors il y a un certain nombre d'éléments qui viennent nourrir, en dehors des éléments classiques structurels liés à l'entreprise. L'entreprise qui a des difficultés peut faire appel à des sociétés d'investigation en disant des difficultés pour se faire payer, en disant tiens, je voudrais en savoir un peu plus précisément au-delà des informations qu'on peut livrer. Et là, on réalise une enquête d'investigation qui vient nourrir la base de données évidemment. Puis après, on va commencer à faire appel à des sociétés de recouvrement. Évidemment, le travail peut être fait très en amont, mais là, il y a un élément où on dit voilà, je vais faire appel à ces entreprises-là. Puis, on ne se fait toujours pas payer, donc on poursuit l'entreprise. Donc là, on reçoit de l'information des tribunaux de commerce. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est très prédictif de la défaillance. Donc, on va analyser ces informations liées justement au contentieux issus des tribunaux de commerce. Puis, quand on avance toujours dans le temps, l'entreprise, cette fois-ci, ne paye plus l'État. Et là, on va s'intéresser à l'évolution qu'on a remarquée sur les privilèges des entreprises Trésor et surtout URSSAF. Et puis après, on arrive à la procédure collective. Mais là, on va dire qu'en gros, c'est trop tard. Alors bon, là, c'est un point, mais je ne vais pas le détailler. Vous l'aurez dans la présentation simplement. C'est ce programme d'études de comportement de paiement donc qu'on utilise pour faire nos baromètres d'évolution de ces paiements dans les entreprises. Où là, c'est un programme qui s'appelle 3D Ledger, qui est gratuit, auquel vous pouvez participer. Et aujourd'hui, on a à peu près 1 200 000 entreprises sur lesquelles on peut calculer un indicateur de paiement sur plusieurs factures sur la même année. Donc qui vient de plusieurs milliers de partenaires. Là, c'est l'ensemble des partenaires au niveau international. Voilà. Alors,
l'étude des comportements de paiement en France à fin juin. Donc là, on va parler de plusieurs éléments, comme je le disais avant, les comportements de paiement, les contentieux, puis les privilèges, on va dire dans l'ordre d'indicateurs de faiblesse. Ce qui est important, c'est que ces informations soient véritablement pour vous presque des KPI qui vont être des signes annonciateurs, on va dire, des ennuis, pour la faire courte. Donc voilà, donc là, on prend au total ce qu'on analyse en France. Alors là, on va uniquement parler de la France. Même si on dispose d'informations dans le monde entier, et même si on va récupérer des datas que vous pouvez nous confier sur les autres pays. On analyse à l'année, on va dire à peu près une trentaine de milliards d'euros. Là, la photographie qu'on va analyser là est celle qui est à fin juin, donc qui est de 2,61 milliards. Et on va aussi faire quelques comparaisons avec ce qu'on avait fin mai, avec un peu plus de montant. On est à 3,11 milliards. Voilà. Donc on voit ici la répartition par type de société. Bon, on a 1,45 milliard qui concerne les grandes entreprises. Pour information, on parle d'à peu près 1500 sociétés sur une dizaine de millions. Donc, voilà, et 920 millions qui concernent les moyennes entreprises. Alors, la première nouvelle, qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que, on voit à droite juin et la photographie à fin mai, c'est qu'on a un nombre d'entreprises qui payent à l'heure, qui est bon, qui est même meilleur que l'année dernière, avec 89%. Donc là, c'est autant on verra après que le montant moyen a plutôt tendance à augmenter, autant si on voit par rapport au mois précédent avec le déconfinement, on a même augmenté, on est passé de 87 à 89% d'entreprises qui payent à l'heure. Ce qu'on va analyser principalement après, c'est justement celles qui ne payent pas en temps et en heure. L'échantillon sur lequel on travaille, qui correspond à 1 217 000 sociétés, donc c'est un échantillon qui est évidemment représentatif des 10 millions de sociétés, mais qui l'est d'autant plus qu'il constitue l'essentiel des échanges des entreprises, puisque si on considère 30 milliards d'analyses sur 672 milliards que sont le crédit interentreprise, on a un élément particulièrement représentatif des transactions entre les sociétés en France. Donc là, c'est la photographie par activité. Donc, vous aurez tout le temps, on va dire, à tête reposée d'analyser chacune de ces couleurs. Ce qu'on constate en gros, c'est une dégradation depuis le début de l'année, puisqu'on est passé de 14 jours moyens de retard. Donc, au-delà de l'échéance, sur la période de confinement, on est arrivé à 19%. Là, il y a un mieux. Ces 2 derniers mois, bon, c'est un mieux qui est pas mal porté d'ailleurs sur le dernier mois par l'hôtellerie et la restauration. Bon, il y a des segments qui ne sont pas franchement améliorés comme les administrations, mais on espère que les choses vont aller, vont s'améliorer, qui vont pouvoir nous montrer l'exemple bien sûr dans les mois qui viennent. Alors, le montant moyen que vous voyez là de 18 jours,6 aujourd'hui correspond à l'ensemble, inclus les entreprises qui payent à jour quand même. On verra donc la différence sur les autres entreprises inclus celles. Alors là, on fait un focus uniquement sur les entreprises qui ne payent pas à jour, justement. Ce qu'on voit avec la photographie qui se trouve sur la droite, c'est la situation donc en jour moyen de retard. Et le montant qu'on a choisi, on l'a choisi en médian sur les créances par taille d'entreprise. Donc les micros, les TPE, les petites entreprises moyennes et les grandes entreprises. Alors on voit que par exemple, quand il n'y a pas d'évolution significative en matière de représentativité des sociétés, on vous a mis également la légende, c'est une définition classique des micros, des TPE, etc. Il n'y a pas en matière de représentativité des entreprises de changement majeur. Ce qui est intéressant, c'est de comparer déjà les entreprises, ce qu'elles représentent par rapport aux entreprises qui payent bien. Donc l'encart que vous voyez en haut à droite, ce sont les entreprises sans retard de paiement. Donc par exemple, les grandes entreprises, il y a 4% des entreprises qui payent en retard, qui sont des grandes entreprises. En revanche, elles ne représentent que 0,07% des entreprises qui payent à jour, représentant d'ailleurs à peu près le même pourcentage des entreprises tout court. En fait, L'évolution principale, on la voit, c'est plutôt dans les montants. Les micro-sociétés avant la crise étaient plutôt aux alentours de 600, 400, 500 euros, 600 euros. C'est monté à 800, 850 euros. Ça continue de grimper encore aujourd'hui. Donc, le montant moyen du retard de paiement est beaucoup plus élevé. Le nombre de jours également est beaucoup plus élevé, puisqu'il est passé, ne serait-ce qu'en un mois, de 29 jours à 35 jours. Voilà, il est plutôt stable, on va dire, sur les grands groupes. Il n'est pas très élevé d'ailleurs sur les grandes entreprises. Il est de 18 jours de retard seulement, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. En revanche, dans les esprits mal tournés, on va dire, le montant, lui, moyen est plus élevé, ce qui est assez logique d'ailleurs de par leur activité. Et il a augmenté de 2 000 euros sur le dernier mois.
Alors là, on le voit par activité, hein, et on fait une comparaison sur mai-juin. Vous verrez ces différents montants. Alors, ce qui évolue beaucoup, c'est le montant dans certaines activités. On voit là notamment en agriculture, sylviculture, on a une augmentation de 70% et commerce de gros, une augmentation de 50% du montant moyen des impayés sur ces 2 derniers mois. Le nombre d'entreprises par rapport au montant médian des créances impayées. Donc là, on vous a fait un classement également par activité. Il faudra aussi comparer les éléments des retards par rapport aussi au nombre d'entreprises qui payent à jour. Donc, si on prend l'exemple du commerce de détail, ben c'est 20% des entreprises qui payent en retard, mais c'est aussi 20%, 21, 22% des entreprises qui payent à l'heure leur montant. Bon, c'est pas vraiment une surprise de voir que les montants les plus élevés se trouvent dans l'industrie. Après, évidemment, ce qu'il faudra surveiller, ce sont l'évolution par type d'activité, même si on a tendance à avoir toujours un peu le même trio de tête. Ce qu'il faudra voir, c'est que, par exemple, la construction représente 20% des sociétés qui payent en retard, mais elle représente que 8% des sociétés qui payent à l'heure. Donc, c'est évidemment des segments qu'il faudra surveiller dans le temps. Alors, le deuxième élément que nous avons analysé, donc je passe vite sur l'ensemble de ces graphes, l'étude complète des baromètres de paiement comporte encore beaucoup plus d'informations, mais j'ai pris vraiment les plus significatifs. La deuxième étude qu'on a faite, c'est sur la partie contentieux. Donc, c'est l'information des entreprises qui poursuivent ou qui sont poursuivies aux tribunaux de commerce. Donc là, on a une analyse cumulée de 280 000 dossiers. On a pris uniquement ces éléments-là, on n'a pas pris les procédures collectives, ou les demandes de mise en procédure collective, puisque celles-ci, on les analyse plutôt à travers les greffes des tribunaux directement à Infogreffe. Donc, ce qu'on voit là, déjà, le premier élément sur la droite, c'est le nombre de cas par an. Alors, ce n'est pas une surprise non plus, bon, c'est une moyenne de 64 000 cas par an. 2020, on a une baisse, on a les 2/3 de ce qu'on devra avoir sur la même période. À mi-année, ça vient tout simplement évidemment de la baisse de l'activité des tribunaux de commerce, mais il faut s'attendre à avoir évidemment beaucoup plus de cas, parce que ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'entreprises qui sont poursuivies ou suivies en ce moment. Donc ça veut dire qu'il y aura pas mal de cas à suivre dans les mois qui viennent, avec des impacts sur les défaillances de société. C'est vraiment une donnée qu'on analyse dans l'identification de la défaillance de l'entreprise. Il faut savoir que dans certaines cartes, vous savez, quand on fait des cartes pour la prédiction de défaillance des sociétés, on crée plusieurs cartes de score en fonction des typologies d'entreprises. Et c'est un indicateur relativement prédictif. On a remarqué que par exemple, si on prend les PME, les petites sociétés, quand on cumule 2 poursuites simultanées sur une entreprise, une PME, dans 20% des cas, on a une défaillance. Donc, on a une prédictibilité de cette information quand elle est répétée sur les petites sociétés qui est extrêmement élevée. Donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on s'intéresse à ce type de données. Donc là, on le voit sur l'évolution, on va dire, activité, par rapport au type de cas de poursuite au fur et à mesure de l'évolution, donc dans le temps. Donc là, encore une fois, on voit la représentation principalement des impayés. C'est le premier élément de cause de poursuite. Là, on va retrouver justement ces différents cas. Là, sur le deuxième trimestre, on a 3768 dossiers. Entreprises, évidemment, risquent d'avoir beaucoup plus de cas à traiter dans les mois qui viennent. Voilà. Donc là, on voit l'évolution d'un mois sur l'autre entre mai et juin, avec quand même 14% d'augmentation. Là, on assiste au réveil des tribunaux de commerce, et ça complète ce que je viens de dire juste avant. Là, on a le top 5 des contentieux par type, par motif, et également versus les tailles d'entreprise. Donc là, on voit encore une fois que, bon, évidemment, ça concerne principalement, si en pourcentage d'entreprises, les plus grandes sociétés. En même temps, si on prend les entreprises petites, moyennes et grandes, c'est celles qui sont amenées à faire le plus d'échanges, on va dire, entre sociétés. Donc, c'est aussi là qu'on a le plus de dossiers aujourd'hui à traiter. Encore une fois, on voit ressortir de façon significative les cas d'impayés, caution, appel en garantie, etc. Les dossiers commerciaux sont moins significatifs.
Vous verrez également, on retrouve un peu le même trio que tout à l'heure, avec les segments les plus touchés étant la finance, l'assurance immobilier, les services vendus aux entreprises et la construction et le BTP, puis le commerce de détail. Donc, on va dire, on retrouve un peu toujours les mêmes secteurs d'activité aujourd'hui dans la boucle. Alors, les privilèges, donc là, c'est le troisième pan d'analyse sur les comportements de paiement des entreprises. Là, il y a deux types d'informations. D'une part, l'URSSAF et d'autre part, le Trésor. Alors, les Trésors, on n'a pas cherché à inclure, on n'a volontairement pas inclus les privilèges Trésor dans l'analyse qu'on a réalisée. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, les entreprises, on va dire les montants saisis sont au-delà de 200 000 euros. C'est la raison pour laquelle on voit évidemment des montants assez considérables en moyenne. Bon, il y a un certain nombre d'erreurs déjà, donc, qui amènent à, même si c'est une information qui est extrêmement sérieuse et donc on doit prendre en compte, il y a davantage d'erreurs sur ce sujet-là. En revanche, les URSSAF concernent beaucoup plus de sociétés avec des montants plus bas. Voilà, et on voit entre 2019 et 2020 une augmentation aussi bien des privilèges en cours que des privilèges réglés d'une année sur l'autre. Alors là, on voit, là encore, la fermeture des tribunaux de commerce. On voit une évolution du montant moyen des dettes à payer et des dettes réglées d'ailleurs au fil du temps depuis le premier trimestre 2019. En deuxième trimestre 2020, ce n'est pas qu'il manque un histogramme, c'est que simplement il y en a eu très très peu. Évidemment, les 4 étés étant les plus importants, on se retrouve avec un montant moyen de pas loin de 18 000 euros. Donc, c'est vraiment des indicateurs importants. Il faut savoir que là aussi, dans la mesure où les greffes vont commencer à saisir et les trimestres passants, parce que l'information est saisie par trimestre, on va avoir une information qui va être des privilèges complémentaires. Et on va dire que les entreprises ont bénéficié de pas mal d'aides de l'État, mais de reports, etc. Mais il faut à un moment donné payer. Je ne pense pas qu'il y aura d'annulation. Et ça serait une information à suivre de près dans la mesure où c'est une information qui est vraiment prédictive, comme on l'a vu tout à l'heure sur la fresque, mais comme on le voit nous dans les calculs de cartes de score, c'est une information qui est vraiment prédictive de la défaillance. On a des taux de prédictibilité qui sont très très élevés sur ce type de données, encore plus élevés que les chiffres que je vous donnais avant de 20%, on est plutôt sur 30% de défaillance suite à ces notions d'URSSAF non réglées, notamment plutôt dans les petites sociétés. Voilà, donc ça, c'est une information importante. On vous fera part d'ailleurs de l'évolution de ces informations au fil du temps dans les analyses qu'on fera à la rentrée après les vacances. Alors juste un petit clin d'œil sur l'Île-de-France. On a une surreprésentation de l'Île-de-France sur les privilèges. Ça peut venir aussi des greffes qui sont davantage sollicitées, mais on a 41%, bon, il y a à peu près 20-25% des entreprises qui sont en Île-de-France. Donc quand on voit les créances issues du tribunal de commerce, c'est à peu près équivalent. En revanche, les privilèges, il y en a beaucoup plus. On a 40% des privilèges qui sont localisés dans cette région. On le voit aussi par taille d'entreprise et par secteur d'activité. On retrouve un peu aussi les mêmes typologies de sociétés que tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour j'essaie d'aller vite. J'espère pas trop vite. C'était quand même lisible parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Mais c'est un panorama, on va dire, des indicateurs. Pour moi, c'est vraiment des KPI, des indicateurs de performance importants qu'on doit suivre au fil du temps, qui sont d'autant plus importants pendant cette crise sanitaire qui, petit à petit, peut se transformer en crise économique. C'est évidemment, encore une fois, des informations qu'on va continuer à suivre et à vous faire part au fil du temps, déjà à la rentrée. Voilà, merci. Je vais passer la parole, Diane, je crois, à Olivier, c'est bien ça? Voilà. Tout à fait. Alors, quels impacts de la crise sur la gestion du cash et les priorités? On a déjà évoqué la partie la dématérialisation de l'ensemble des contacts liés à la relance client. Plus en amont, sur une partie plutôt préventive, nous, on travaille donc avec CreditSafe sur la surveillance de notre base client. Et depuis plusieurs années déjà, on récupère des informations liées à cette surveillance, donc des alertes essentiellement sur de l'information liée à de la procédure collective du privilège. Et là, très récemment, en fait, on a utilisé les services de CreditSafe pour
pour deux sujets importants chez nous, liés aux travaux essentiellement. D'abord sur les travaux neufs, c'est-à-dire la fabrication d'appareils neufs. On a croisé les informations d'alerte financière liées à notre base client avec notre carnet de commandes d'appareils neufs, en introduisant ce qu'on appelle chez Otis un stop point, c'est-à-dire un niveau d'alerte nous indiquant avant la fabrication, avant la mise en fabrication en usine, du non-paiement de l'acompte à la commande et aussi du risque financier lié à ce client. Parce que là, on est essentiellement dans la construction. Évidemment, c'est un secteur qui est quand même très dégradé en ce moment. Le deuxième point est également lié à une autre activité de travaux, mais qui sont plutôt des travaux de réparation ou de modernisation sur le parc Otis, où là également, on a des commandes de travaux pour les mois à venir et on a constitué par rapport au risque relevé par CreditSafe et ce croisement d'informations, où là également, nous avons récupéré cette information pour la croiser avec notre carnet de commandes de travaux de modernisation, établir une matrice de décision, à savoir dans certains cas, soit effectuer les travaux comme initialement prévu, soit en demandant un acompte spécifique, ou soit en ne commençant pas les travaux, ou en suspendant les travaux en tout cas, le temps que nous ayons des informations plus rassurantes. Et en fait, nous avons également introduit dans nos tableaux de bord financiers une provision Covid liée également à ces informations recueillies via CreditSafe pour couvrir d'éventuels impayés sur la durée, sur certains types d'activités, sur certains secteurs. Et les informations de CreditSafe nous ont été précieuses en la matière. On a pu intégrer dans les tableaux de bord financiers, à la fois au niveau d'Otis France, mais de tous nos centres de profit, une provision spécifique qui va être alimentée tout au long de l'année. Voilà les actions que l'on a engagées, nous, en travaillant et en exploitant notre portfolio en data check. Ben écoutez, merci Olivier pour votre témoignage. On pourra peut-être vous donner... je vais effectivement, du coup, en termes d'innovation chez CreditSafe, depuis cette période inédite, donc pour sécuriser et accompagner justement les entreprises, deux innovations. La première, c'est un indicateur, l'indicateur d'exposition donc à la pandémie 2020, et puis la matrice que vous avez utilisée, Olivier, la matrice de pilotage stratégique qui permet effectivement de mettre en évidence les différents profils de risque dans les portefeuilles. Alors, pourquoi et comment, surtout, c'est effectivement pour donner aux entreprises plus de visibilité, une vision beaucoup plus claire et plus juste du risque, pour, comme vous venez de l'expliquer, adapter votre politique commerciale en fonction du profil de risque des tiers avec lesquels vous travaillez. Je rappelle que cette matrice est tout à fait utilisable, que ce soit pour un fichier client ou bien un fichier fournisseur. Donc, c'est également la possibilité d'adapter sa stratégie d'achat et de mener donc des actions ciblées par profil de risque. Pourquoi ? Eh bien, pour maintenir cette relation de confiance dans les échanges commerciaux. Et on a vu que c'était important de maintenir cette relation de confiance puisque, comme l'a donc évoqué Damien, le crédit interentreprise pesant 672 milliards, ce qui représente 30% du PIB. On a compris au travers du témoignage notamment d'Olivier que les impayés, c'était quelque chose qui fragilisait les entreprises. Je rappelle qu'effectivement, 25% des défaillances sont dues à un retard ou à un défaut de paiement et que le nombre de créances impayées représente 56 milliards. Donc, face à ces chiffres, les outils CreditSafe, les innovations, eh bien,
La première, comme je vous l'évoquais, l'indicateur d'exposition. Donc, il est déjà présent sur les rapports CreditSafe et en ligne. Il a été construit sur l'analyse de deux variables. La première, c'est la prise en considération du secteur d'activité. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le secteur d'activité peut être à la fois un facteur de rebond, mais également, comme on l'a vu, certains secteurs d'activité ont été fortement impactés et donc peut tout à fait ralentir la reprise et la relance de l'activité des entreprises. Exemple, le secteur événementiel ou une certaine forme de tourisme aujourd'hui n'a toujours pas repris. C'est bien le secteur d'activité qui bloque la reprise de cette activité. L'autre variable qui a été analysée dans cet indicateur d'exposition, c'est l'analyse de 4 ratios financiers, la liquidité, la balance, la performance et donc l'endettement des entreprises. Et bien pourquoi ? Pour mesurer justement cette capacité, la résilience des entreprises et leur capacité de rebond. Donc un indicateur supplémentaire qui vient donc s'ajouter aux différents KPI que l'on met à disposition dans les rapports, la note, la limite de crédit, le statut, le comportement de paiement et évidemment le suivi privilège. Pour rappel, CreditSafe suit plus de 220 000 entreprises, sont en suivi privilège en base et disponibles. Et puis ici, vous voyez donc cette matrice, ce portfolio data check qui est au final un outil de visualisation de vos données. On vient tout simplement télécharger un fichier, un portefeuille, qu'il soit encore une fois client ou fournisseur. Et en un flash, vous avez un rapport qui est édité qui vous permet de visualiser les différents profils de risque. Plus de 20 profils de risque sont disponibles. Donc ici, nous avons chargé un portefeuille et nous voyons bien que les entreprises qui se trouvent dans un profil de risque avec un risque de défaillance très faible, on voit tout de suite par les codes couleurs vert et bleu sont effectivement des entreprises qui ont un score de défaillance faible. Mais en revanche, pour les bleus, elles sont probablement plus impactées au niveau du secteur d'activité. Pour construire cette matrice, nous avons croisé ces deux indicateurs, l'indicateur de défaillance et l'indicateur d'exposition. Et du coup, vous pouvez comme ça adapter votre comportement. On peut considérer que sur les profils verts et bleus, les entreprises puissent augmenter leur volume d'affaires à la fois auprès des clients et également auprès des fournisseurs et puis de façon beaucoup plus sereine. En revanche, il convient effectivement de sécuriser nos actions pour les entreprises qui se situent dans la colonne C. Alors pourquoi ? Pourquoi cette colonne est très importante ? Parce que les entreprises qui se situent dans la colonne C sont des entreprises qui ont encore une limite de crédit. Et on sait que la limite de crédit est très importante puisque c'est un accès au financement, c'est effectivement le crédit interentreprise et c'est la première source de financement des entreprises. Donc, c'est ce qui va également aider les entreprises à justement relancer leur activité. Il est important de sécuriser, et puis on voit d'ailleurs dans ce portefeuille qu'on a quand même un volume conséquent d'entreprises qui sont situées sur cette colonne, et bien de sécuriser nos relations avec ce profil d'entreprise. Pourquoi ? Parce que effectivement, ces entreprises peuvent tout à fait glisser sur un profil de risque plus exposé, mais elles peuvent tout à fait également progresser et devenir un profil d'entreprise moins exposé et donc tout à fait intéressant pour justement poursuivre et augmenter mon volume d'affaires avec ces entreprises. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, dans cette relance, elles n'ont pas atteint le même niveau d'activité d'avant la crise. Il va falloir aller rechercher des commandes, si je travaille mon portefeuille client, sur des entreprises probablement plus exposées, mais pour justement augmenter mon volume d'affaires et retrouver ma capacité de production d'avant cette situation inédite, d'avant la crise. Donc, ce profil d'entreprise C est tout à fait intéressant pour travailler. En revanche, les actions qu'on peut recommander, c'est de mettre sous surveillance deux formes de surveillance. La surveillance liée effectivement à la solvabilité, mais également de surveiller et de mettre en surveillance, en suivi privilège ces entreprises parce que, comme je vous l'ai dit, certaines pourront probablement glisser vers un profil de risque
beaucoup plus exposés. Alors, effectivement, dans ce rapport, il vous est fourni plusieurs graphes. Donc, cette matrice très intéressante et également plusieurs graphes, comme par exemple le poids du risque de défaillance dans votre portefeuille. Ici, j'ai projeté plusieurs portefeuilles et on s'aperçoit qu'effectivement, sur ce portefeuille-là, j'ai une proportion beaucoup plus importante d'entreprises qui présentent un risque de défaillance faible versus 4000 entreprises qui proposent un risque de défaillance très élevé. En revanche, sur ce portefeuille, qui est quasi à l'équilibre entre le profil d'entreprise avec un risque de défaillance faible et un risque de défaillance élevé, on voit tout à fait l'importance de travailler ce portefeuille. Alors, encore une fois, qu'il s'agisse d'un portefeuille client ou d'un portefeuille fournisseur, ici, les actions à mener, c'est de retravailler son portefeuille, probablement de ressourcer de nouveaux fournisseurs ou alors d'aller recruter, prospecter de nouveaux clients pour justement réduire mon exposition au risque et de retrouver une situation et un équilibre, on va dire, dans mon portefeuille, avec un niveau de risque faible sur les risques les plus élevés. Alors là, c'est effectivement maîtriser le poids du risque de défaillance dans les portefeuilles. Autre indication, l'indicateur de comportement de paiement qui effectivement est rattaché à notre programme 3D Ledger. Ici, nous avons donc un portefeuille de plus de 19 000 entreprises. Sur les 19 000, nous avons plus de 17 000 entreprises qui ont un indicateur de comportement de paiement. Et sur ce portefeuille, nous avons recalculé le nombre de jours moyens de retard de paiement au-delà des échéances. Et vous pouvez ventiler le portefeuille et connaître précisément le nombre d'entreprises qui vont vous payer au-delà de 90 jours versus le nombre d'entreprises qui vont payer entre 1 et 30 jours, considéré comme un délai moyen plutôt convenable, bien qu'il soit supérieur à la moyenne, mais ça reste avec un profil de risque faible. Si toutefois le nombre d'entreprises ici ne disposons pas d'indicateurs de paiement, la recommandation, bien évidemment, c'est effectivement de communiquer les données transactionnelles pour justement que CreditSafe puisse les analyser et augmenter le nombre d'entreprises dans vos portefeuilles avec un indicateur de comportement de paiement. Autre niveau d'analyse, eh bien, les statuts, les bilans et également la ventilation, la répartition par code NAF, par secteur d'activité du risque de défaillance. On s'aperçoit ici tout à fait que, alors évidemment ici on n'avait que les chiffres parce que ce n'était pas lisible de pouvoir mettre les intitulés des codes NAF, mais nous l'avons lorsque le rapport est édité, eh bien nous pouvons voir précisément la répartition du nombre d'entreprises selon les secteurs d'activité et du coup travailler, encore une fois, mon portefeuille par secteur d'activité. Ici, j'ai des secteurs d'activité qui présentent des risques élevés de défaillance versus des secteurs d'activité avec lesquels je travaille qui ont des risques faibles de défaillance. Eh bien, j'ai tout intérêt d'accélérer ou d'augmenter mon volume d'affaires sur des secteurs d'activité qui sont faiblement impactés et qui présentent avec des entreprises qui ont un faible risque de défaillance. Et puis, évidemment, il est important, vous aurez également une visibilité sur les contentieux et les privilèges. Vous pourrez voir la répartition de votre portefeuille avec le nombre d'entreprises qui ont un contentieux en position de demandeur versus le nombre d'entreprises présentes dans votre portefeuille qui ont un contentieux en position de défendeur. Et également, le nombre d'entreprises en suivi privilège présentes dans votre portefeuille. Ici, sur les 19 000 entreprises du portefeuille, il y a 11 000 entreprises qui sont en suivi privilège. Et il y a également 464 entreprises qui ont un privilège actif. Et je rappelle que CreditSafe dispose d'une base de données de plus de 220 000 entreprises en suivi privilège. Voilà. Alors justement, Olivier, je me retourne une nouvelle fois vers vous pour peut-être commenter un petit peu plus suite à la présentation de ce portfolio data check, de ce rapport.
comment vous avez un petit peu utilisé un petit peu plus ce rapport, ou bien qu'est-ce qui vous a permis de mettre en place en termes d'action, et puis peut-être d'avoir retravaillé vos portefeuilles clients. Oui, alors, comme je vous le disais, en fait, ces nouvelles informations nous ont permis, nous, d'affiner une provision Covid qui permet à nos managers qui gèrent un centre de profit d'avoir un focus important sur ces clients-là, et de faire en sorte que la deuxième partie de l'année soit, après un gros focus sur le cash sur cet été, que la fin de l'année soit plutôt sur gérer le risque de débordement de ces créances en termes d'âge, et Oui. que ça génère une provision client en fait, qui passera cette fois-ci au bilan. Donc là, on est dans le préventif également. Et cette information que l'on a récupérée permet vraiment d'affiner et aussi de justifier, puisqu'en fait, on est une société basée en France et très bien représentée en France, mais on est une société américaine, et on ne peut pas introduire dans les comptes des provisions qui ne soient pas justifiées. Et en fait, la justification, c'était votre expertise sur le risque à venir et sur l'exposition de ces secteurs d'activité. Et il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu vraiment de remise en question de ce calcul. C'était même plutôt quelque chose qui était assez novateur au niveau de notre siège aux États-Unis, et qui a été salué. Merci Olivier. Je vous en prie. Peut-être Damien, voilà. Voilà, je me remets en position. Merci. En fait, je crois qu'on a à peu près fini notre intervention. Encore une fois, on le redit, la prestation dont vient de parler d'Olivier est gratuite. Donc, c'est ne pas hésiter évidemment à vous adresser soit à notre Customer Success, au service support client, ou à vos interlocuteurs habituels de chez Credit-Safe, pour mettre en place cette analyse. Alors ça peut prendre un petit peu de temps évidemment, parce qu'on a pas mal de demandes sur ce sujet, vous l'imaginez. Le prochain webinaire aura lieu le 9. Il concernera, alors c'est plutôt un webinaire dédié aux PME et aux logiciels de gestion, et comment on peut utiliser la data évidemment pour améliorer l'utilisation de ces différents logiciels et son cash management. Donc, c'est un webinaire qui aura lieu le 9 juillet. Voilà. Après, je pense qu'on fera une petite pause pendant l'été. On reprendra à la rentrée avec notamment le suivi de ces différentes analyses et voir un peu comment les entreprises se comportent. Je pense probablement à mi-septembre ou tout début octobre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses auxquelles on n'aurait pas répondu? Je n'ai pas vu les différentes questions qui pouvaient être posées sur… Apparemment, il n'y a aucune question qui est ouverte. Très bien, je crois qu'on a à peu près tenu notre délai. On avait dit entre, je crois, 3/4 d'heure et 1 heure. On est à 1 heure. On pourra bénéficier de des slides de la présentation, évidemment, voilà, où je pense que la vidéo sera disponible. Il faudra la couper parce qu'on a commencé l'enregistrement de la vidéo a commencé un petit peu plus tôt que prévu. Donc, je pense qu'on coupera la première partie. Voilà, je remercie encore la DFCG pour son invitation. Je remercie à tous les participants, tous les gens qui nous ont écoutés et regardés. Et je remercie également évidemment Olivier pour son intervention pendant ce webinaire. Voilà. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.